Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour. C'est un énorme plaisir pour toute l'équipe de production et de réalisation de l'entretien du dimanche de vous retrouver ce dimanche pour un autre numéro de votre émission. Notre tête d'affiche aujourd'hui n'est plus à présenter. Elle est vice-présidente de l'Union progressiste Le Renouveau, vice-présidente de la République. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première femme au Bénin à se retrouver à ses positions officielles et politiques. C'est notre invité de ce dimanche. Nous parlerons justement de la femme au cœur de l'action publique sous le président Patrice Talon. Vous l'avez compris, Madame Mariam Chabi Talata est notre invitée. Madame la vice-présidente, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, Madame la vice-présidente, vous revenez fraîchement d'une distinction pour votre leadership. Est-ce que vous vous attendiez à être distinguée? À vrai dire, non. Parce que pour moi, certes, je suis une femme leader, mais je croyais que ma zone d'influence était le Bénin. Ah bon? Et que ce que je faisais n'est visible qu'au niveau de notre pays. Et donc, c'était une grande surprise pour moi de savoir que l'Institut Choiseul, qui chaque année rassemble les jeunes économistes de notre continent, en face donc de ceux de l'Europe, l'Institut a donc cette année créé le prix de la femme dirigeante de l'année. C'est un prix destiné à distinguer les femmes leaders, quel que soit leur domaine d'intervention, qui ont eu un impact notable, une influence et un dynamisme dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est à ce titre que, pour la première fois, ce prix m'a été décerné. C'est cette année que le prix a été institué et donc j'en suis la première bénéficiaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appelé pour que vous leviez pour aller chercher votre prix? Quand ils m'ont appelé, j'ai ressenti de la joie et de la reconnaissance pour les leaders avec qui j'ai travaillé et grâce à qui j'en suis arrivée là où je suis. Je veux parler de ceux qui, dans ma vie politique, mon engagement dans l'espace public, m'ont coché. Ils sont nombreux, mais je veux citer deux parmi eux, si vous le permettez. Allez-y, Madame la vice-présidente. Il y a le président de la Sénat, le président Saka Lafia, qui, dès le début de mon engagement politique, a été l'un de mes premiers soutiens, l'un de mes premiers coachs, l'un de mes premiers mentors, qui m'a initié à la vie politique. Et il y a en second lieu maintenant le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, qui a pris pratiquement le relais au niveau du président Saka et qui continue ma formation politique et mon mentoring. C'est également un modèle pour moi, un modèle en ce sens que quand je le regarde, quand je vois sa manière de gérer le pays, je me retrouve parfaitement face donc aux valeurs qui lui sont chères, face à son style de direction, la fermeté, la rigueur, le respect du bien public, la bonne gouvernance. Ce sont des valeurs qui, toute ma vie, moi, m'ont marqué et m'ont déterminé dans tout ce que je fais. Et je leur dois cette récompense. D'accord. Et je le dédie et pratiquement aux femmes béninoises qui ambitionnent d'aller loin dans l'espace public, aux femmes du monde qui se battent comme celles du Bénin pour que nous ayons une société, un monde plus juste, un monde tout simplement différent de celui que nous connaissons et qui ne permet pas un développement d'ensemble. D'accord. Madame la vice-présidente, vous avez parlé de votre engagement politique. Je note que ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans l'action publique. Comment est-ce que vous arrivez à être aussi discrète après autant d'années dans la vie publique? Effectivement, ça fait des décennies que je suis dans l'action publique, dans l'espace public, parce que je suis sortie de l'université
en 91 et j'ai exercé en tant que professeur certifié de philosophie dans les collèges et lycées. Par la suite, j'ai passé un concours professionnel pour me retrouver inspecteur de l'enseignement secondaire. Et à ce titre, j'ai servi comme inspecteur pédagogique délégué des départements du Borgo et de la Liborie. J'ai servi comme directrice de l'enseignement secondaire général au plan national. Et j'ai également eu une vie associative. J'ai été membre fondatrice et première présidente de l'ONG Equifi qui luttait pour la promotion de la scolarisation des filles. Cette ONG a été créée depuis 1998. J'ai également été pendant 7 ans la première présidente de l'Union des femmes élues conseillères des départements de la Liborie, du Borgo et des collines. Je me suis, grâce à mon engagement politique dans l'Alliance Soleil, je me suis retrouvée et après, avec la rupture au niveau de l'Assemblée nationale, où j'ai été désignée par mes pairs comme première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et ensuite, quand il a été question que le président de la République, qui allait aux élections pour un second mandat, quand il a été question qu'il désigne lui-même sa colistière, il m'a retenu. Vous a désigné. Donc, ça veut dire, quand on tient compte de ce parcours, ça veut dire que je suis présente dans l'espace public. Oui, mais vous êtes très discrète, c'est ça voilà. le C'est vrai un problème. choix. Oui. C'est un choix. Mais c'est un choix antagoniste, comment on fait la politique et comment on arrive à être discret en faisant la politique. C'est un choix que j'assume parce que, à mon avis, on n'a pas besoin de grande publicité, on n'a pas besoin de populisme, on n'a pas besoin de se faire montrer, de se donner à voir tout le temps pour être efficace en politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de politique sans communication, mais l'excès dans la communication, ça peut nuire à l'image du politique. Cela ne veut pas dire que je ne mène pas des actions. Je me dis que ces actions que nous menons au profit des populations ne doivent profiter qu'à ces populations. Me donner à voir, faire tout pour que ce soit mon image qui passe, pour moi, ça peut à la longue lasser, ennuyer. Il faut rendre visible ceux pour qui on se bat. J'ai en horreur, avant même que je ne m'engage politiquement, j'ai en horreur tous ceux qui, pour le moindre geste, le moindre acte politique, parfois même mineurs, font venir caméra, télévision, tout pour filmer. Je trouve que ça porte les marques de l'égoïsme. Il faudrait que dans le service à autrui, on respecte autrui. C'est pas bon de donner à voir le bien qu'on fait aux autres. C'est pas bien de parler du bien que l'on fait. On dit souvent que la fin d'une bonne action, c'est d'en parler. Et donc, en me fiant à ça, à cette éthique-là, qui a toujours été et mienne, a fait partie de mes principes de vie, des valeurs qui me sont chères, j'évite d'apparaître là où il ne faut pas que j'apparaisse, là où il n'est pas nécessaire que j'apparaisse. Je ne me rends pas visible quand ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est seulement quand cela s'impose. Il faut dire que nous avons eu beaucoup de chance, nous autres, de oui, vous avoir sur notre plateau. Je décline beaucoup d'offres. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, nous avons suivi votre parcours. Oui. Vous avez justement montré, démontré tout ce que vous avez fait jusque-là. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment d'avoir été favorisé parce que vous êtes femme, justement, parce que nous avons décidé de parler de la femme au cœur de l'action publique. Est-ce que votre situation de femme, votre statut de femme a été favorisé pour être là où vous êtes aujourd'hui? Je ne crois pas. Dans ma vie, je me suis toujours battue à un égal avec les hommes, du primaire jusqu'au supérieur. Mes camarades, je suis ici devant vous, c'est la télévision. Ce que je dis peut être contredit. Je n'ai jamais fonctionné minimalement. Et j'ai toujours à cœur de bien faire ce que l'on me demande de faire. Et donc, j'ai jamais eu de complexe face aux hommes. J'ai toujours fait ce que je dois faire pour être respectée, non seulement par les hommes, mais par l'ensemble de la société. Et donc, de ce point de vue, je ne peux pas dire que
Ce que je suis devenue, c'est le fait d'une faveur. Tous ceux qui m'ont eu, que ce soit sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan politique, savent que je fais partie de celles qui se battent pour mériter tout ce qu'ils ont dans la vie. J'ai en horreur le fonctionnement minimaliste. Oui. J'ai en horreur l'attentisme. Je fais tout pour que partout où il est question de promouvoir les gens, le mérite passe avant tout. Et donc, je ne peux pas, de ce point de vue, accepter d'être favorisé. D'accord. Donc, j'ai toujours eu, parce que des gens ont estimé que je peux. Si je ne peux pas, même si on me le propose, je crois que j'aurai des difficultés à accepter. Mais je vais vous dire que parfois je dis que j'ai également été favorisée. Favorisée par qui? Par Dieu, le Tout-Puissant. Je ne suis pas la seule femme à se battre dans notre société. Elles sont nombreuses à se battre, mais beaucoup n'ont pas eu le parcours que j'ai eu. Et donc, je peux dire que j'ai été favorisée par la Providence. Et comme Dieu ne descend pas lui-même pour poser des actes sur cette terre, j'ai été favorisée par Dieu et il a passé par des hommes qui m'ont aidé dans ma formation, parce que moi, je me fais former pour tout ce que je choisis de faire, tout ce que j'entreprends de faire, tous ceux qui ont contribué à ma formation politique. Je peux dire que j'ai bénéficié de leur regard attentif, de leur attention. Et ici, je remercie encore une fois les hommes politiques qui ont eu une attention particulière pour moi. Je remercie le ministre Saka Lafia, oui, je remercie le président de la République. Je remercie les dirigeants de nos partis. Au moment où je connaissais cette ascension à l'Assemblée, le président Amoussou, le président Nago, Iti Kolawole, tous ceux-là. Le président Vlavonou. Le président Vlavonou, tous ceux-là, par leur vie, par le modèle qu'ils constituent ou représentent à nos yeux, ont été ceux qui ont favorisé votre ascension, mon ascension politique, si on peut ainsi le dire. En tout cas, ma visibilité dans l'espace public aujourd'hui. Je leur suis très, très reconnaissante parce qu'ils ont été des modèles qui m'ont guidée, m'ont inspirée et quelque part ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, nous savons que vous êtes l'un des soutiens indéfectibles du président Patrice Talon, le président de la République. Est-ce que vous le soutenez parce que le président fait de la promotion de la femme son cheval de bataille? Je vais dire, je le soutiens pour deux raisons. D'abord, parce que quand je l'ai connu en 2016, moi, je ne connaissais pas le président Patrice. Oui, tout récemment. 2016. Oui, le jour même où, pour la présidentielle de 2016, il est venu en campagne à Parakou. Sinon, avant, j'entendais parler de lui sans même avoir jamais vu sa photo. Donc, c'est en 2016 que, pour la première fois, moi, j'ai vu le président Patrice Talon à Parakou. Et ce jour-là, j'étais désignée comme étant la femme devant présenter le discours au nom des femmes. Ce jour-là, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas que je parle des questions féminines, de la condition de la femme. L'enjeu ce jour-là, c'était qu'on gagne ces élections. Et que quand on va finir de gagner la présidentielle de 2016, je viendrai le voir à son bureau pour parler de ce qui m'a toujours tenu à cœur, la condition de la femme, la promotion de la femme, la participation des femmes aux instances de prise de décision. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous avez dit ça? Il a dit, souhaitons que ça marche. Effectivement, ça a marché. Mais quand ça a marché, je me suis rendu compte que le président Patrice Talon n'a pas eu besoin que je vienne le voir pour lui rappeler ce que je me suis retenu de lui dire. J'ai vu qu'il avait à cœur la condition de la femme, qu'il était sensible aux inégalités dont les femmes sont victimes et qu'il avait à cœur, autant que Dieu le lui permettra, qu'il avait à cœur de réparer un certain nombre d'injustices dont les femmes sont victimes. Et donc, pour cette raison-là, je suis vraiment l'un des soutiens inconditionnels du président Patrice Talon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand je le regarde en tant qu'homme d'État, je me rends compte que c'est pas simplement un homme politique soucieux de la gestion des campagnes, des élections, non. Je vois
notre président un homme d'État, soucieux de la construction de notre pays, soucieux de l'avenir des générations qui viendront. Et donc, à ce titre-là, dans sa manière de nous gérer, dans son style de gouvernance, dans la rigueur qui caractérise les différentes actions qu'il pose, dans tout ce qu'il fait, je me retrouve en lui. Parce que quelque part, toutes les critiques qu'on lui adresse, trop de rigueur, trop de fermeté, et trop, je me retrouve. Parce que ça fait partie des choses que moi-même, au cours de ma carrière, on m'a reproché. Je me rappelle qu'au moment où j'étais censeur au CG Hubert Koutoukou-Maga, que je suis venue dans un collège où tout allait à volo, où les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient, où l'on trichait comme on voulait, j'ai dû opérer des réformes. J'ai dû réparer ce qui n'allait pas. J'ai été décriée. J'ai été pratiquement criblée donc, de toutes sortes critiques, de critiques, tout ça là. Et donc, quand je le vois, quand je vois les relations des gens avec lui, j'ai l'impression de me retrouver dans tout ce qu'il est, qui crée l'incompréhension au niveau des Béninois. Et je me dis que c'est avec lui que nous pouvons vraiment tout corriger. Quand j'étais l'objet de toutes les critiques à Parakou, que j'ai tenu bon, je sais le résultat que ça a donné. L'école a retrouvé vie, nos résultats se sont améliorés et le collège public dont j'avais en partie la charge a eu des résultats meilleurs. Donc on ne peut rien faire sans la discipline, on ne peut rien faire sans rigueur, on ne peut rien faire sans vision pour l'avenir. Et c'est un monsieur qui planifie tout ça, il est méthodique. Tout ça là, ça fait donc... D'accord, on retient simplement qu'à côté du président Patrice Talon, vous êtes très à l'aise, vous vous retrouvez pleinement dans les actions du gouvernement. Alors, puisque le thème qui nous permet de discuter, Madame la vice-présidente, c'est la femme au cœur de l'action publique, je reviens sur votre parcours à l'Assemblée nationale. Vous avez été première vice-présidente de l'Assemblée nationale et sous votre législature, il y a eu plusieurs votes de loi concernant les femmes, la protection de la femme notamment. Quelles sont les avancées qu'on a connues dans le secteur de la protection des femmes? Depuis 60, si en ce qui concerne la protection de la femme, si on avait fait les bons que nous faisons avec le président Talon depuis 6 ans, je crois que la femme béninoise serait citée en exemple dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Beaucoup de choses me le font dire. Premièrement, c'est avec lui qu'on a eu la révision de la Constitution qui a consacré les mesures discriminatoires en faveur des femmes. Il est désormais inscrit dans notre Constitution que c'est vrai, l'homme est l'égal de la femme, mais dans certaines circonstances, surtout en ce qui concerne la représentation du peuple par la femme, des mesures discriminatoires peuvent être accordées aux femmes. Ça n'existait pas. Avant lui, on parlait de la loi 124 au niveau de la loi fondamentale au temps du PRPB, mais on disait à ce niveau que l'homme est l'égal de la femme. Après, la constitution de 90 dispose que l'homme est l'égal de la femme. Quand c'est comme ça, il est difficile de prendre des mesures de discrimination positive. Vous prenez ces mesures et à la Cour constitutionnelle, on vous dit c'est anticonstitutionnel, d'autant plus que notre Constitution dit qu'il y a une égalité absolue entre nous. Pourquoi alors on va accorder des faveurs aux femmes? C'est pour la première fois, grâce au président Patrice Talon, que nous avons pu inscrire cette mesure-là qui a abouti à quoi? À la révision au niveau du code électoral. Révision permettant aujourd'hui que pour les législatives qui s'annoncent, qu'on ait au minimum 24 femmes pour la 9e mandature. Et depuis que nous avons commencé, depuis que nous sommes devenus nous-mêmes, ça veut dire depuis notre accession à l'indépendance, on n'a jamais eu de femmes, on n'a jamais eu autant de femmes à l'Assemblée nationale. C'est une première qui mérite quoi? Qui mérite que l'on aille et davantage de l'avant. Il y a donc cette révision de la Constitution, il y a le code électoral, il y a les lois prises au niveau de l'Assemblée qui portent sur la répression des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, qui que vous soyez père d'une femme et mari d'une femme, père d'une fille, etc., vous n'êtes plus autorisé
à violenter la femme sans être poursuivi, pas par n'importe quel coup, pas la criette. C'est pour amener les gens à respecter la femme. Mais quand même, ce n'est pas normal que dans un pays où on dit que les violences corporelles ne sont pas bonnes pour l'épanouissement des individus, ce n'est pas bon que dans ce pays-là, on permette que, face aux enfants qu'on ne frappe plus à l'école, que les mamans soient frappées par les maris devant leurs enfants. C'est humiliant, c'est frustrant, c'est diminuant de frapper une personne, quel que soit l'âge ou le statut de la personne. Mais nous nous taisons. Quand c'est la femme qui est battue, toute la société se tait. On trouve que c'est une question de couple, c'est une question conjugale, on ne doit pas. Mais c'est une vie qui est brisée. La femme qui est frappée ne peut jamais s'épanouir. Et donc, il y a donc ces lois qui régulent en quelque sorte les violences. Voilà, qui diminuent, qui vont permettre que l'on diminue les violences basées sur le genre. Il y a également les lois qui régulent la santé sexuelle de la femme et la santé de la reproduction. Donc, c'est des avancées que nous faisons. Et il y a à côté même des lois, la réorganisation et la restructuration de l'Institut de la femme, qui est désormais chargé au niveau de l'ensemble du pays à travers des points focaux de veiller à l'application des lois qui réprimandent les violences basées sur le genre. L'Institut aujourd'hui aura dans toutes nos communes des points focaux qui vont essayer de voir qu'est-ce qui se fait, comment les femmes sont traitées, puisque quand ils battent leurs femmes, il y a toujours des médiateurs pour dire vraiment il ne faut pas que ça aille loin, c'est ta soeur, c'est ta femme, il faut préserver les liens. Avec les points focaux, je crois que des mesures seront trouvées. Que ça nous permet de dire, par rapport à ces avancées-là, que l'avenir sera vraiment meilleur pour la femme. La femme va pouvoir s'épanouir parce que quelque part, ses droits seront préservés, ses droits seront respectés. Oui, mais Madame la vice-présidente, on voit bien que vous êtes préoccupée par la question des femmes. Mais quelle garantie avez-vous que tout ceci va durer dans le temps et dans l'espace? Parce que ce sont des lois. Les lois sont faites par les hommes. Tout ça peut changer après le passage du président Patrice Talon, par exemple. Ça ne peut pas changer. Vous avez bien dit, des lois. C'est fixé dans le marbre de nos textes. Mais les donc, lois, n'importe qui ne peut facilement remettre en cause une loi. Ça dépend de la gouvernance. Et ça dépend de la gouvernance et avec les habitudes que nous prenons. Quand on prend une loi, on veille à quoi? À son application. Et quand la loi est appliquée jusqu'à un certain temps, ça commence par s'installer dans les mœurs, les pratiques. Le retour en arrière devient impossible. Donc, le fait que ce ne soit pas des décisions prises comme ça, le fait que ce soit à travers des lois que l'on nous demande de changer de comportement, pour moi, c'est prometteur. Une loi, ça ne s'efface pas facilement. Et dès lors que les femmes elles-mêmes deviennent de plus en plus nombreuses, là où ces lois se prennent, il ne sera pas facile à un homme de revenir et de remettre en cause les quotas qui permettent d'avoir 24 femmes. Celui qui va faire cette proposition à l'Assemblée aura derrière lui non seulement les femmes qui sont à l'Assemblée, mais l'ensemble des femmes du Bénin. Et il n'y a pas que les femmes du Bénin. Quand une cause concerne les femmes, elle est la cause donc de toutes les femmes du monde. Elles auront des soutiens un peu partout. Puis ce que j'ai à dire, les changements de comportement, c'est dans la durée. Il n'y a pas que les hommes, les femmes qui sont sensibles aux inégalités dont elles sont victimes. Il y a également des hommes qui sont sensibles à ces inégalités. Je dis que ces hommes-là incarnent la masculinité positive. Le premier de ces hommes-là dans notre pays, le premier à incarner cette masculinité positive, c'est le président Patrice Talon. Il est un modèle pour beaucoup d'hommes. Et même s'il n'est plus là, Madame la vice-présidente, vous tombez pratiquement d'admiration pour le chef de l'État. Oui, il ne peut pas en être autrement. À force de nous faire des progrès, à force de nous permettre d'aller de l'avant, à force de nous permettre d'accomplir des exploits inédits, nous ne pouvons qu'avoir de l'admiration pour cet homme d'État sensible à la condition des femmes, luttant contre les inégalités dont nous sommes victimes et faisant tout pour que ces inégalités n'aient plus de raison d'être dans notre pays. C'est pour tout ça là que j'admire le chef de l'État. J'ai même l'impression quand je le regarde que, en ce qui concerne les questions relatives à la condition féminine, qu'il est plus en avance sur nous, qu'il a envie de faire plus que les femmes et que
le temps pour lui, pratiquement parfois, est un obstacle pour la réalisation de tout ce qu'il a envie de faire pour une société plus juste dans notre pays, pour une société plus égalitaire et pour une société plus harmonieuse. Parce que l'harmonie dans une société, c'est quand les uns et les autres vivent côte à côte, dans la paix, sans crainte. Madame Mariam Chabi-Talata, vous savez très bien qu'au Bénin, notamment, le vrai problème des femmes, ce sont encore les femmes. Vous le savez, n'est-ce pas? Je ne le sais pas. Je refuse même de l'accepter. J'entends effectivement les gens dire que l'ennemi de la femme au Bénin, c'est la femme. Le vrai problème de la femme, c'est la femme. Parce qu'elles sont nombreuses et on ne peut pas comprendre qu'il y ait des femmes candidates et qu'il n'y ait pas de femmes pour les soutenir. Chaque fois qu'il y a eu une femme candidate au Bénin, on a vu un déferlement de commentaires désobligeants sur les femmes. Et venant justement des femmes. Vous ne savez pas que c'est un conditionnement qui a donné ce résultat. À force de nous éduquer à voir en la femme un être incapable, un être mineur, un être inapte, nous en arrivons, même nous femmes, à intérioriser l'idée que nous ne sommes pas capables de grandes choses. Et c'est ce qui fait donc que, jusqu'à présent, certaines femmes n'ont pas confiance en leur père. C'est le fruit d'une éducation. Il faut une autre éducation pour remettre cela en cause et amener les femmes à avoir d'abord davantage confiance en elles-mêmes et avoir confiance en leur père. C'est une question de temps. Vous pensez qu'on va y arriver? On pourra y arriver un jour? Assurément. On va y arriver, assurément. Et donc, pour moi, les inimitiés, les contradictions entre les êtres vivants ne sont pas le fait des femmes. Même entre hommes en politique, ils s'entredéchirent. Les assassinats politiques ne sont pas l'œuvre des femmes. Les hommes, eux aussi, en politique, ne se font pas de cadeaux. Pourquoi on croit que l'ennemi de la femme, c'est la femme? Disons tout simplement que l'homme est un loup pour l'homme. Qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme, nous sommes tous dangereux les uns pour les autres. Mais travaillons à comprendre que nous avons plus intérêt à nous aimer les uns les autres, à nous entraider les uns les autres, plutôt que de nous combattre. Et en ce qui concerne les femmes, d'autant plus que nous sommes les plus marginalisés, nous avons intérêt à être plus soudés les unes les autres. Et au lieu de nous combattre encore, ça va nous fragiliser davantage. Donc je suis d'accord sur ce point-là. Les femmes doivent comprendre qu'elles ont un combat commun, elles ont un enjeu, des défis communs à relever. Et pour cela, tout faire pour resserrer les liens entre elles, se battre côte à côte pour vraiment gagner le combat de leur promotion, de leur émancipation et puis de l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais je n'accepte pas qu'on dise que l'ennemi, systématiquement, que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Non, il est possible, quand nous éduquons autrement, quand nous amenons à être davantage confiantes, en ayant davantage confiance en nous-mêmes, que nous comprenions que nous ne sommes pas faibles. La preuve, dans nos collèges et lycées, les femmes brillent maintenant plus que les hommes. Dans les ateliers, dans les ministères, partout ailleurs, les hommes eux-mêmes reconnaissent que quand une femme le décide, elle peut mieux parfois qu'un homme. Les stéréotypes, les préjugés nous font voir autre chose. Mais la réalité, elle est tout autre. D'accord, je constate que vous avez beaucoup d'espoir par rapport à cette perception populaire qu'il va falloir détruire. Mais ce qu'on ne dit pas assez, et que nous allons dire avec vous, Madame la vice-présidente de la République, c'est que vous êtes également grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. On ne voit pas beaucoup de femmes décorées. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème? Est-ce que ce n'est pas également un indicateur qui permet de dire que les femmes ne sont pas très méritantes dans la République? C'est pas qu'elles ne sont pas méritantes. C'est que au niveau de la fonction publique, au niveau de l'administration publique, elles ne sont pas nombreuses. Or, jusqu'ici, tous ceux que nous décorons nous viennent de l'administration. Elles sont peu nombreuses dans l'administration publique, dans les ministères et autres. C'est d'ailleurs pour que leur nombre augmente au niveau des décorés que nous avions ces temps-ci entrepris de démocratiser les structures devant nous fournir les candidats à la décoration. Nous voulons maintenant que,
au-delà des ministères ou en plus des ministères, que nos mairies qui sont en contact avec les populations puissent avoir la possibilité de regarder parmi nos populations, nos artisanes, nos femmes du secteur informel, toutes celles qui se battent au quotidien pour le progrès de notre pays. Et donc, si nous prenons ces mesures, c'est pour qu'il y ait cette possibilité d'augmenter le nombre de décorés et peut-être le nombre de décorés femmes. Mais il n'y a pas que ça. Parce que nous savons qu'il faut faire en sorte que toutes les femmes qui se battent pour la condition de la femme soient rendues visibles. Nous avons un projet plutôt la création d'un ordre spécifiquement féminin. C'est l'ordre du mérite féminin. Et cet ordre-là sera destiné à récompenser toutes les femmes qui se battent. Ça fait partie des réformes que vous avez amenées au niveau de la chancellerie. Que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre. Toutes les femmes qui se battent et même tous les hommes qui se battent pour l'amélioration donc des conditions de femmes. Tous ceux qui incarnent, comme je l'ai dit, la masculinité positive. Tous ceux qui, sans être des femmes, sont sensibles à la condition des femmes et luttent pour l'amélioration donc de cette condition. D'accord. Alors, Madame la vice-présidente de la République du Bénin, vous êtes également vice-présidente de l'Union progressiste Le Renouveau. Apparemment, les vice-présidences vous sont collées à la peau. Comment vous vivez ça? Non, je ne peux pas dire que ça me colle à la peau. Parce qu'avant d'être première vice-présidente de l'Assemblée, j'ai été présidente de l'ONG Equifi. Cette ONG a plus de 20 ans aujourd'hui. Et j'ai été présidente de l'Union des femmes élue conseillère communale de 3 départements. Aujourd'hui, c'est 4 ou 5 départements. C'était UFEC ABC, aujourd'hui c'est UFEC 2A, B, C, D. La Tonga est dedans. Oui, mais sur l'échiquier politique, vice-présidente de l'Union progressiste de Renouveau, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente du Bénin, est-ce que ce n'est pas vers la présidence, Madame tout est entre les mains de Dieu. Moi, je dis... Quand vous vous levez les matins, que vous vous coiffez, est-ce que vous rêvez un jour d'être président du Bénin? Si ça doit advenir, c'est Dieu qui le décidera. En tout cas, moi, je crois que c'est lui qui trace les signaux de ma vie et j'emprunte souvent les chemins. Tout est entre ses mains. Ces questions-là ne dépendent pas toujours des individus. Moi, je suis de ceux qui pensent que le pouvoir est d'essence divine, que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui le retire quand il veut et comment il veut. Mais est-ce que vous en rêvez quand même? Je ne sais pas. Alors, nous allons parler du positionnement politique, vous le savez très bien, parce qu'effectivement, c'est la femme au cœur de l'action publique, mais nous allons dans quelques mois vers les élections législatives. Quel combat menez-vous pour que les femmes soient vraiment positionnées en dehors des 24 prévus par la Constitution, d'abord au sein de votre parti politique et après sur l'échiquier politique national? Au sein de notre parti, ça ne date pas d'aujourd'hui. Chaque fois que des élections approchent individuellement ou collectivement, nous menons des actions de plaidoyer et de lobbying en direction de tous les détenteurs de pouvoir au niveau de nos partis, de tous ceux dont les décisions peuvent compter dans le positionnement ou attirer leur attention sur les bons profils. Parce qu'on dit qu'il faut positionner les femmes. Et je dis, c'est bien, c'est ce pourquoi nous nous battons. Mais évitons les travers. Ne positionnons pas des femmes qui vont nous faire honte. Parce que chaque fois qu'on fait monter, on promeut une femme qui n'en a pas le profil ou qui n'en a pas les capacités, les aptitudes, ça dessert la cause féminine. Quand un homme échoue dans l'exercice de l'action publique, les gens sont indulgents souvent envers ce dernier. Mais quand c'est une femme qui échoue ou trébuche, non mais on l'utilise contre les femmes. Comment vous expliquez ça? Non mais c'est que les préjugés sont tenaces du côté des hommes. L'idée que la femme ne peut rien, ils confirment cela chaque fois qu'une femme trébuche. Vous voyez, quand on vous dit qu'elles sont incapables, vous ne croyez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à tel endroit, mais quand c'est un homme, il baisse la tête et on n'en parle plus. Mais quand c'est une femme, on en parle et on en reparle pour montrer à ceux qui ont fait travailler à la promotion de cette femme qu'ils n'auraient pas dû le faire. Et donc, pour ne pas vraiment leur donner de la matière,
il faut tout faire pour que non seulement on positionne les femmes, mais qu'on positionne celles qui pourront être à la hauteur de la tâche. Nous faisons ce lobbying-là, nous faisons ces plaidoyers, mais nous savons quand même que la compétence, ce n'est pas partout. Parfois, il faut faire avec celle qu'on a jusqu'à ce que le moment vienne où on pourra vraiment accéder à la pleine compétence au niveau de toutes les femmes. Ce n'est pas une raison pour dire c'est impossible. Chacun évolue selon son rythme. Donc vous nous garantissez que les femmes seront bien positionnées oui, ma prière pour les même, élections c'est qu'elles soient législatives. bien positionnées et que nous ayons... Actuellement, nous avons 6 femmes à l'Assemblée. Cela veut dire quoi? Que avec les quotas, si 24 doivent s'ajouter à ces 6-là, ça fait 30. Si nous avons pour la 9e mandature 30 femmes, on n'aurait pas avancé. Parce que c'est la loi qui nous donne systématiquement les 24. Si nous avons 30, ça veut dire qu'on a stagné, qu'on n'a pas progressé. Il faut qu'on aille au-delà donc de 30 femmes, mais je sais que ce sera rude. Parce que partout, quand on observe les hommes, quand on les écoute raisonner, tout se passe comme si la loi nous a déjà réservé notre part. Et tout ce qui reste là, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Voilà comment ils fonctionnent. Il faut leur faire comprendre que c'est pour amener notre société à progresser, pour faire évoluer nos mentalités, nos perceptions, que la loi a dû disposer ainsi les choses. Mais il ne faut vraiment pas qu'on s'en contente. Si on s'en contente, c'est que l'objectif visé à travers la prise de cette loi-là, cet objectif n'est pas atteint. Oui, mais vous êtes du Septentrion. Vous savez très bien que là-bas, les pesanteurs sociales sont encore plus coriaces. Vous sortez d'une tournée du Présidium de l'UPR. Quand vous parlez de ces sujets-là, est-ce que vous avez le sentiment que les gens vous suivent? Oui, le Septentrion, c'est le lieu par excellence de la promotion politique des femmes. Si vous prenez les statistiques au niveau des élections communales, depuis que nous avons commencé avec la décentralisation, le Septentrion a plus d'élus conseillères, puisque j'ai été présidente de l'Union des femmes élues conseillères. Le Septentrion a plus d'élus et de conseillers communaux femmes que les autres régions donc, de notre pays. Et pourquoi? Parce que, je le dis partout où je passe, il y a au niveau du Septentrion un passé qui justifie cela. Un passé que l'on peut convoquer pour permettre à l'ensemble donc du Bénin de faire des progrès en ce qui concerne les promotions politiques des femmes. Le jour où nous avons le chef de l'État, le président Patrice Talon et moi, lancé notre campagne au Palais des Congrès, j'ai dit aux jeunes qui ne connaissaient pas bien notre histoire que chez nous, dans une partie de notre région, au Septentrion, partout où vous allez, que vous voyez un roi, il n'est pas seul dans son palais. Il est à côté d'une femme détentrice de pouvoir réel. Et je le dis, détentrice de pouvoir réel que la colonisation a aujourd'hui affaibli. Mais elles sont toujours là. Il y a toujours à côté de chaque roi une vice-reine qui l'aide dans la gestion donc du royaume. Elle est la conseillère spéciale du roi, autorisée à entrer au palais à n'importe quelle heure de la journée. Elle est la représentante spéciale du roi. Elle le représente et va en tournée à tous les endroits donc, du royaume. Elle est la responsable de l'état civil des princes du royaume. Parce que tout le monde sait ce que c'est que avoir une identité, être reconnue au niveau de l'état civil. Elle est la première prêtresse. Elle participe au conseil des ministres du roi. Et au cours de ce conseil, quand il y a un malentendu entre le roi et ses ministres, sa voix est prépondérante. Elle a droit aux mêmes honneurs, aux mêmes hommages que le roi. Elle n'est pas une ministre comme les autres. Elle est ministre plénipotentiaire, ministre détentrice de tous les pouvoirs. Cette femme-là. Et donc, on ne peut pas avoir eu ce passé politique-là et aujourd'hui être à la traîne. Le Septentrion devait être le moteur qui tire les autres départements en ce qui concerne la promotion des femmes. D'accord. Le Septentrion et les autres parties donc, du Bénin. Nous devons même en être fiers. Cela montre que la prise en compte des femmes, leur participation aux instances de prise de décision, pour nous, c'est une réalité datant de la nuit des temps.
Voilà. D'accord. Madame la vice-présidente, nous avons sur notre émission un petit cérémonial que nous faisons souvent. Il s'agit juste de choisir dans le bocal qui est juste à côté de vous un feuillet, c'est un chiffre. Et moi, je vous pose une question qui pour nous est une question du public, parce que avant d'interviewer les personnalités, nous recueillons quelques questions. Non, vous pouvez juste me dire le chiffre, et puis moi je vous pose la question que le public aurait tellement aimé. La question numéro 5. Ah, ça tombe bien, Madame la vice-présidente de la République. Les Béninois ont commencé par vous voir réellement habillés dans un style, donc notamment le paille tissé. La question que les Béninois se posent, est-ce que le paille tissé est pour vous une prescription médicale ou un choix de cœur? C'est important de le dire. Au point, vous m'avez même contaminé. Oui, et vous êtes beau, vous êtes tissé bien habillé. pour venir vous Ne interviewer. changez pas, s'il vous plaît. Voyez, c'est beau, le tissu tissé béninois. Et ben, d'ailleurs, les tissus tissés africains, c'est bien fait, c'est naturel. Et sur le plan économique, c'est une nécessité, c'est une exigence que les Africains, les Béninois portent les tissus tissés de chez eux. Tout ce que nous portons et qui nous vient d'ailleurs contribue à enrichir qui au Bénin, en dehors des commerçants, de ceux qui importent ces tissus et nous les vendent ici. Et parfois, ce ne sont même pas des Béninois qui les importent, ce sont encore des étrangers. Tous les autres tissus que nous portons et qui ne sont pas fabriqués au Bénin enrichissent les gens d'ailleurs. Nous-mêmes là, qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner nos artisans? Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ils sont dans toutes nos communes. Ce sont des femmes et des hommes qui entreprennent de tisser notre coton et de faire en sorte que nous ayons donc ce tissu-là. Qu'est-ce que nous devons faire pour les accompagner? Moi, je me suis dit, ce que nous avons à faire, nous qui sommes haut placés, nous qui avons une visibilité, nous qui pouvons donner à voir ce qu'elles font, ce qu'ils font, les artisans en général, aux autres, ce que nous avons à faire, c'est de montrer ce tissu-là et de donner envie aux autres, de leur donner l'envie de vouloir porter ce tissu, comme nous avons envie de porter les vestes, de porter les tissus venant donc d'Europe, d'Asie du Sud-Est, etc. Et même quand vous êtes à l'extérieur, en mission à l'extérieur, vous êtes en paille tissé, qu'est-ce que les gens vous font comme observation quand ils voient dans votre style? Ils s'étonnent, mais c'est un affranchissement pour moi. C'est une libération. C'est une manière d'assumer notre identité et d'amener les autres à découvrir cette identité vestimentaire-là et à vouloir nous... Ils sont nombreux maintenant, quand je vais quelque part, dire qu'ils veulent de ce tissu. Et donc, si ça peut donner du travail à nos artisans, parce que tout est fait ici. Le tissu est fait ici, la couture aussi, elle est faite ici. Donc, pour moi, c'est ma petite contribution à la visibilité de nos artisans et au développement de l'économie locale. Il faut qu'au sommet, il faut qu'à tous les niveaux, des gens donnent l'exemple. Je vous jure, je vous vois ainsi habillé, c'est plus beau que ce que vous avez coutume. C'est très beau et c'est très bien fait. Si vous sortez, je suis sûre que vos pairs à l'international vont vouloir être comme vous. Et c'est très bien cousu. Merci que beaucoup. Dieu nous éclaire et qu'il nous inspire, qu'il nous amène à comprendre que quand on atteint un niveau, il ne faut plus penser à soi, il faut penser aux autres et essayer de trouver les voies et moyens de leur rendre service, de contribuer à leur émancipation, à leur développement. Mon souci et ma prière, c'est le développement de l'artisanat local. D'accord. Et je ne porte pas que le tissu tissé, même les accessoires qui accompagnent, c'est fait localement. La boucle d'oreille, tout, c'est ma manière d'accompagner l'artisanat local. Ma prière, c'est que chaque jour, le nombre de cadres, le nombre de leaders politiques, ils sont maintenant de plus en plus nombreux. Je remercie tous ceux qui font ce choix-là, parce que c'est un choix, et je voudrais qu'autour d'eux, ils parlent de cette exigence. Quand je le fais, je pense au président Sankara,
qui avant d'être assassiné a pu lancer le consommation local. Vestimentaire. Et ça a pris jusqu'à ce jour. Ma prière, c'est qu'au niveau de notre pays aussi, que ça prenne. Ça nourrit les femmes et les hommes. Et ça développe l'économie. Ça ne sera pas facile. Personne ne sera obligé d'y aller. Mais que les gens comprennent que même si c'est un tissu qu'on achète, on enrichit quelqu'un, on permet à quelqu'un de résoudre ses problèmes au niveau du pays. D'accord. Madame la vice-présidente de la République, le temps est parti. Nous avons fait 52 minutes ensemble. Je voudrais maintenant vous demander, en regardant droit dans cette caméra, de dire votre mot de la fin, votre conclusion pour que les Béninois qui nous suivent, même ceux qui sont à l'international, puissent retenir l'essentiel de notre entretien. Madame la vice-présidente, à vous donc le soin de conclure l'émission. Merci beaucoup. Le Bénin, depuis 6 ans, bientôt 7 ans, est en train de vivre une expérience nouvelle. C'est le développement de notre pays par nos propres moyens, notre propre management, et à travers le leadership d'un homme d'État exceptionnel. C'est le président Patrice Talon. Sa gouvernance nous permet de faire des bons, permet de faire des sauts spectaculaires. Je voudrais inviter les femmes de ce pays qui sont les principales bénéficiaires des réformes que le président de la République met en œuvre. Je voudrais inviter les femmes à comprendre qu'avec ce chef d'État sensible à la condition des femmes, nous pouvons aller très loin dans la construction de notre pays, dans son respect, sa dignité dans l'ensemble du monde. Je voudrais également demander à tous les Béninois, où qu'ils soient, je voudrais leur demander de comprendre le sens des sacrifices qui nous sont demandés aujourd'hui. Ces sacrifices sont nécessaires pour le rayonnement futur de notre pays. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. En 6 ans, nous avons fait ce que nous n'avons pas pu en grande partie réaliser depuis 60 ans. Il faudrait que nous ayons confiance, davantage confiance en nous, que si nous voulons, nous allons vraiment construire ce pays et faire en sorte que les Béninois, où qu'ils soient fiers de leur terre. C'est ma prière. Merci beaucoup, Madame Mariam Chabi Talata. Je rappelle que vous avez été première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de la République. Vous êtes également grande chancelière de l'Ordre national. Vous êtes aussi vice-présidente du parti Union progressiste Le Renouveau. Merci de nous avoir donné l'opportunité de discuter avec vous quelques minutes. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve, si Dieu le veut, dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Pour le moment, bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt.